Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un événement qui a vraiment, mais alors vraiment, changé notre rapport au monde numérique. Un jour où tout, ou presque, s'est arrêté net. On est le 20 octobre 2025. Imaginez un peu la scène. Plus moyen de lancer une partie de Fortnite. Impossible de regarder une série sur Disney+. Inutile d'essayer de contacter des amis sur Snapchat, d'envoyer de l'argent avec Venmo ou de réserver un logement sur Airbnb. Tout est en panne. D'un coup comme ça, tous ces services qui rythment notre quotidien sont devenus inaccessibles. La question était sur toutes les lèvres. Évidemment, ça ne pouvait pas être une cyberattaque coordonnée, ni une coupure d'Internet généralisée. Alors, quel était ce point commun invisible qui a fait s'effondrer une bonne partie de notre monde digital? C'est ce mystère qu'on va résoudre ensemble. Cet événement, ça a été un véritable électrochoc, une prise de conscience assez brutale de la fragilité de toutes nos infrastructures numériques. Et voilà la réponse. En fait, l'épicentre du chaos n'était pas mondial. Il se situait dans un lieu très très précis, une zone de centre de données en Virginie, aux États-Unis, connue sous le nom de US East 1. C'est l'une des plus anciennes et des plus importantes régions du cloud d'Amazon. Et ce jour-là, elle est devenue le point de défaillance unique pour des milliers de services. La paralysie s'est produite à cause d'un effet domino absolument dévastateur. Tout a commencé par un petit problème dans le DNS, qui est un peu comme l'annuaire téléphonique d'Internet. Ça a touché un service de base de données crucial qui, à son tour, a provoqué une panne en cascade des serveurs virtuels. C'est un peu comme si, dans une immense bibliothèque, le catalogue tombait en panne, rendant impossible de trouver le moindre livre. Cet incident, il nous force à poser une question fondamentale. On en dépend tous les jours, mais sait-on vraiment ce qu'est le cloud? Il faut tout de suite oublier les images de nuages dans le ciel. Non, le cloud n'a absolument rien d'éthéré ou de magique. La réalité est beaucoup plus terre à terre. Le cloud, en fait, ce sont des lieux bien réels, d'immenses bâtiments qu'on appelle des data centers, remplis de milliers et de milliers de serveurs qui clignotent. C'est là que sont stockés les photos, les films, les jeux auxquels on accède. C'est une infrastructure physique, tout ce qu'il y a de plus concret. Et quand on regarde ce marché, on constate une concentration assez impressionnante. Il n'y a que 3 entreprises américaines, le Big Three, qui contrôlent quasiment les 2/3 du cloud mondial. Amazon Web Services, AWS, est le leader incontesté. Et cette concentration massive, elle crée un risque systémique énorme, comme la panne de 2025 l'a si bien démontré. En fait, le cloud s'infiltre dans nos vies de différentes manières. La plupart du temps, on utilise le modèle SaaS, des logiciels prêts à l'emploi. Pensez à Netflix, Gmail, voilà. Les développeurs, eux, utilisent des plateformes ou même l'infrastructure brute pour construire les services que l'on utilise. Mais le point crucial, c'est que toutes ces couches reposent exactement sur les mêmes fondations physiques. Et voilà la grande leçon de la panne de 2025. En confiant une part absolument démesurée de notre économie et de nos vies numériques à si peu d'acteurs, et parfois même à une seule de leur région, on a collectivement construit un château de cartes sur une seule colonne. Face à ce constat, une toute nouvelle philosophie a émergé. Une approche radicalement contre-intuitive pour construire des systèmes beaucoup plus robustes. Oui, on a bien entendu, la solution, ce n'était plus d'éviter les pannes à tout prix, mais bien de les provoquer, délibérément. Ça a été un changement culturel majeur. On est passé de la peur de la panne, où un incident était une sorte de honte à cacher, à une culture où on considère chaque défaillance comme une précieuse occasion d'apprendre et de se renforcer. L'idée, ce n'est plus d'espérer que tout ira bien, mais de prouver que le système peut survivre au pire. Cette nouvelle discipline, elle porte un nom, l'ingénierie du chaos, et elle a été popularisée par Netflix bien avant la panne. Pour être sûr que leur service de streaming ne tombe jamais, ils ont créé un outil qu'ils ont appelé Chaos Monkey, le singe du chaos, qui désactivait des serveurs au hasard en pleine journée. Le but était simple, forcer les ingénieurs à construire un système qui ne dépendait d'aucun serveur en particulier. Et cette approche est tout sauf anarchique. Non, elle suit une méthode scientifique très rigoureuse. D'abord, on définit ce qu'est un fonctionnement normal. Ensuite, on émet une hypothèse, du style « si ce serveur tombe, le service ne sera pas affecté ». Puis, on teste cette hypothèse en provoquant la panne de manière contrôlée sur un périmètre très limité. Et enfin, on observe. Si le système réagit comme prévu, super, sinon on vient de découvrir une faille avant qu'une vraie panne ne puisse l'exploiter. Alors, comment est-ce que cette discipline façonne un avenir numérique plus résilient? La panne a vraiment marqué un tournant. Avant, la posture était réactive. On espérait que rien ne casse et on réparait quand ça arrivait. Après 2025, la mentalité est devenue proactive. On cherche activement les faiblesses pour les corriger avant qu'elles ne se transforment en catastrophe.
Concrètement, ça se traduit par de nouvelles stratégies de défense. Les entreprises sérieuses ne déploient plus leurs services dans une seule région géographique. Certaines vont même jusqu'à utiliser plusieurs fournisseurs de cloud en même temps. Et surtout, l'ingénierie du chaos est devenue une pratique régulière, une sorte d'hygiène numérique pour s'assurer de rester en bonne santé. Au final, l'électrochoc de 2025 nous a appris une leçon essentielle. La perfection, ça n'existe pas. Les systèmes complexes, comme ceux qui font tourner notre monde, connaîtront toujours des défaillances. La question n'est donc plus est-ce que ce service va tomber en panne, mais plutôt quand il tombera en panne, est-ce que son architecture a été pensée pour y survivre? C'est cette question qui définit désormais la confiance que l'on peut accorder à nos services numériques.